interview. Alexandra est canadienne et donc c'est une entrepreneuse en fait que j'ai connue il y a quelques temps et que j'aime beaucoup. Alors je la laisse se présenter. Voilà, elle va nous dire qui elle est, sa formation, son domaine d'activité, où elle habite aussi au Canada. Vas-y Alexandra. Super. Ben, bonjour Nathalie, merci de m'avoir invitée aujourd'hui. Je suis super contente de jaser avec toi. Donc, moi, c'est Alexandra Martel. Mon domaine d'expertise à moi, c'est ce que j'appelle la rédaction persuasive, qu'on connaît beaucoup dans le marché anglophone sous le nom de copywriting et que je n'appelle pas comme ça parce qu'en fait, j'ai étudié en droit et ça confond les gens. Les gens pensent parfois que je fais, en tout cas au Québec, que je fais de la propriété intellectuelle quand je dis que je fais du copywriting. Pour cette raison-là. Donc, j'ai surnommé ça la rédaction persuasive, ce qui rend ça beaucoup plus clair. Beaucoup plus clair. Qu'est-ce que je fais exactement? Ben, mon entreprise s'appelle Les mots pour vendre. Je pense que tu peux pas être plus clair que ce nom-là. J'enseigne aux gens comment trouver les bons mots pour vendre leurs produits ou leurs services à travers principalement aujourd'hui des formations en ligne. Tu as quel âge? J'ai 27 ans, ouais. T'es vraiment, t'es jeune. Hein. Alors moi, ouais. Je ne connais pas beaucoup de coachs, voilà, qui ont aussi bien réussi, parce que tu vas nous parler de ton parcours, aussi bien réussi dans l'entrepreneuriat. Et donc, tu habites alors au Québec Oui, exactement. J'habite non seulement au Québec, mais j'habite en plus la ville de Québec. Donc, ouais. La différence entre Québec et le Canada, parce que c'est vrai que moi, je ne sais jamais trop. Ouais, on en discutait un peu avant d'enregistrer, mais il y a certaines personnes qui veulent se faire nommer Canadiens, d'autres Québécois. Je pense que c'est vraiment une question identitaire, là, d'identité ici au Québec, un peu politique. Moi, j'ai habité en Ontario pendant 3 ans. C'est là que j'ai fait mon droit et je suis aussi fière d'être canadienne que québécoise. Là. J'aime beaucoup le Canada. C'est un grand pays, mais c'est un beau pays. Je te remercie. Alors, qu'est-ce que le copywriting? Est-ce que tu peux nous expliquer? Alors, façon, comme je disais, façon Alexandra Martel. Façon Alexandra Martel. Ben, c'est sûr que le copywriting, comme je le disais à la base, c'est une discipline qui est très américaine. Donc, c'est quelque chose qui est né peut-être dans les années 60. Puis à la base, c'était des lettres qu'on envoyait par la poste pour vendre différents produits. Un peu comme les ancêtres des infopubs. Tu sais, les infopubs à la télé, là, où c'était comme achetez maintenant et vous recevrez en plus, ce genre de truc-là. Mais le copywriting, à la base, c'était un peu l'ancêtre de tout ça, mais par lettres. Donc, des copywriters étaient payés très cher pour rédiger ces lettres-là de vente qu'on envoyait par la poste aux gens. Et souvent, ils étaient payés à la commission, en fait. Donc, s'ils écrivaient une bonne lettre qui était persuasive, qui était convaincante, ils allaient faire pas mal d'argent. C'était bien intéressant. Puis ça s'est beaucoup développé de cette façon-là. Tu sais, les premiers copywriters, les copywriters classiques qu'on étudie, qu'on commence à s'intéresser à ça, ça sort beaucoup de cette tradition-là qui est, on s'entend, très américaine. Aujourd'hui, sur le web, le copywriting a comme un nouveau souffle, un regain de vie, parce qu'on s'entend sur Internet, il y a toutes sortes d'occasions d'entrer en contact direct avec les gens pour leur vendre des choses, que ce soit la pub Facebook où on peut cibler directement la bonne personne, le marketing par courriel, les fameuses pages de vente, les landing pages, ce genre de choses-là. Donc, il y a comme un espèce de renouveau pour cette profession-là, je pense. Il y a de plus en plus de gens qui reprennent un petit peu ce format-là d'écrire peut-être des formats plus longs que dans la pub à la télé où on est à quelque chose de très court. Et encore une fois, c'est très populaire chez les Américains. Donc, beaucoup de gens qui vont se former au copywriting vont se former du côté des Américains. Le truc, c'est qu'en tout cas au Québec, on a une culture qui est quand même différente et on a une sensibilité, je pense, à la publicité qui est très différente. Entre autres, moi, je remarque de plus en plus une fatigue chez les gens par rapport à certaines approches qui sont un peu, je dirais en anglais, in your face, là, dans ta face. Tu sais, des approches qui sont agressives, disons, des fois même culpabilisantes à la vente, qu'on voit beaucoup, tu sais, où on va culpabiliser les personnes de ne pas acheter, leur mettre la pression, jouer un peu sur les émotions, mais de manière très, très évidente. Ça fonctionne de moins en moins bien. Parce que les gens ont ce que j'appelle affectueusement un détecteur de bullshit de plus en plus aiguisé. Et donc, moi, j'enseigne une manière de
faire de la rédaction persuasive, donc une manière de persuader qui est un peu plus douce, qui est un petit peu plus basée sur l'empathie, donc vraiment voir ton client comme un allié là-dedans, plutôt que de le voir comme un lead qu'il faut convertir, entre guillemets. Tu le vois vraiment comme une personne avec qui tu veux dialoguer, puis avec qui tu veux établir une connexion. Ok. Ouais, j'aime beaucoup en fait ton approche parce que c'est vrai que quand moi je regarde, enfin en plus on en voit passer sur Facebook des pubs, voilà, même des pubs pour de la formation de copywriter, je trouve ça hallucinant quoi. C'est, enfin moi ça me fait peur quoi en fait. Ah Et ouais. du coup ça, j'ai pas du tout envie d'aller même lire, voilà, aller cliquer sur le lien, non ça ne me dit Ah rien. non. Moi, j'ai horreur de l'approche où on prend. Tu sais, c'est comme si on pouvait hypnotiser les gens presque, là. Ah, les mots magiques pour faire changer les gens d'avis, des hacks de persuasion, ci pis ça. C'est tellement pas comme ça que ça fonctionne, la psyché humaine. Tu sais, je veux dire, pour faire changer quelqu'un d'avis durablement, puis donc pour avoir un client qui va vraiment tomber en amour avec toi, faut que ça vienne de cette personne-là. Le changement vient de soi, on se persuade soi-même. Puis on peut pas aider les gens à se persuader eux-mêmes en faisant, tu sais, en étant super culpabilisant, puis en utilisant des arguments lourds. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et puis aussi en disant, si vous n'achetez pas avant tel jour, telle date, telle heure, eh ben, ça sera encore plus cher. Ouais. Ça, c'est Alors que aussi. c'est même pas vrai, tu sais, c'est vraiment ça l'affaire, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui mentent avec ce genre de stratagème-là. Ouais. Alors, pourquoi est-ce qu'avoir choisi de faire de la formation, donc parce que tu es formatrice aussi, que de continuer dans le copy, alors que, bah, en fait, enfin, on a eu des conversations, voilà, et ça fonctionnait plutôt bien comme copywriter. Avec- Les gens, les gens trouvent toujours ça drôle quand je dis ça, mais moi, j'aime pas tellement ça écrire. Donc, il y a des gens qui adorent écrire et c'est très bien pour eux. Je suis vraiment contente. Mais moi, écrire, ça n'a jamais été facile, puis ça n'a jamais été quelque chose de très agréable. Je me suis intéressée au copywriting beaucoup plus pour l'aspect persuasion, qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens quand ils changent d'idée, finalement. C'est ça qui m'intéresse. Mais l'action, le oui. côté psychologique. Exactement, le côté psycho, le côté économie comportementale, un peu de, c'est ça, qu'est-ce qui se passe exactement, tu sais, en arrière. C'est vraiment ça qui m'intéressait, qui me passionnait, puis le côté un petit peu aussi dans l'écriture, mais le côté un petit peu analytique, là. Tu sais, moi, j'aime savoir c'est quoi le nom des techniques, j'aime savoir ce genre de choses-là. Et donc, écrire, c'est quelque chose qui me demandait énormément d'énergie. J'avais l'impression de me vider de toute mon énergie créative. C'était vraiment ça mon émotion. Puis écoute, ça avait beau être très payant, quand j'ai commencé à enseigner puis à donner des conférences, un peu au départ au hasard d'ailleurs, je me suis aperçue que j'adorais ça. Là, j'étais sur mon X et voilà. Tu sais, notre zone de génie, entre guillemets. Moi, c'est là que j'étais le mieux. En fait, j'aimais avoir le client. J'aimais pas ça écrire de mon côté, là, dans ma petite bulle. J'aimais avoir la personne en face de moi, discuter de ses problématiques, puis vraiment retravailler les choses avec les gens en direct. C'est comme ça que je performe le mieux. Ouais. Donc alors, en fait, tu as créé donc une formation qui s'appelle, Un mot à la fois, c'est ça? Oui, Pour les exact. entrepreneurs, et qui alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Ben, bien sûr. Écoute, quand je l'ai lancé pour la première fois, ma bêta, c'était en mars 2019, donc ça fait pas si longtemps. Ouais, Un an? à moins que je me trompe. Non, je me trompe pas. Absolument, je me trompe pas. Puis à l'époque, ça s'appelait 30 jours pour vendre parce que j'avais fait un espèce de bêta justement où je donnais tout le contenu en live, en direct, pour voir ça allait être quoi, la réaction des gens, tout ça. À l'époque, j'avais une minuscule liste de courriels. C'est drôle de dire à l'époque parce que ça fait pas si longtemps, mais en entrepreneuriat web, je dis toujours que c'est comme les chiens. Tu sais, les années passent vraiment plus vite. On vieillit, on vieillit beaucoup plus vite qu'une- que dans la réalité. Bref, c'est un peu bizarre. Mais voilà, tu sais, 2 ans sur le web, c'est tellement long. Il se passe tellement de choses. Bref. Donc, j'avais une toute petite liste. J'avais 250 personnes dans ma liste.
Et ça avait quand même bien fonctionné. J'avais fait en dollars canadiens là, autour de 10 000 à peu près. Puis, ben, j'étais super contente. Bon, c'était pas aussi payant à cette époque-là que mes mandats de copywriting, mais en donnant la formation en direct, tout ça, en voyant les résultats de ma première cohorte d'étudiants, tout ça, j'ai vraiment trippé. J'ai vraiment adoré. Puis c'est cette formation-là que j'ai fait évoluer, en fait, par la suite. Donc, un mot à la fois qui, au début, je l'ai donné en direct. Après, je l'ai enregistré. Donc, maintenant, elle n'est plus en direct. Il y a juste les cliniques sans rendez-vous que j'appelle, qui sont les moments où je donne du feedback à mes étudiants qui sont en direct. Et je suis encore en train de la retravailler pour l'an prochain. Donc, je pense qu'on voit que j'ai comme un certain plaisir aussi à conceptualiser mes formations, travailler le contenu, m'assurer que ça fasse une vraie différence dans la vie de mes étudiants. Là, il y a presque 200 personnes qui ont passé à travers un mois à la fois. Donc, j'ai appris beaucoup de choses. Puis, évolue avec toi, avec ce que tu reçois aussi de tes étudiants. exactement, tu sais, je vois ce qui est le plus important, ce qui crée le plus de questionnements, ce qui crée le plus de transformation aussi. Puis après ça, ben, il y a un côté vraiment tripant à s'intéresser à la pédagogie puis à créer quelque chose qui va générer la plus belle transformation possible chez les gens. Tu sais, je vois le style d'écriture des gens tellement évoluer rapidement à travers un mot à la fois, c'est du bonbon. Ouais, vraiment. Là. Là, tu as créé une nouvelle formation, alors qui n'a rien à voir avec le copywriting, c'est à créer ses tarifs, en fait, à trouver son bon tarif. C'est un peu ça, hein? C'est ça? Absolument, exactement. Ça s'appelle Jamais trop cher et c'est une formation sur le pricing stratégique. Donc, comment fixer tes prix d'une manière qui est optimale, d'une manière qui est stratégique en fonction de différents facteurs. C'est vrai que ça n'a pas de lien direct avec la rédaction persuasive. Par contre, je te dirais que ce qui m'a amené à m'intéresser à ça a quand même un lien. C'est-à-dire qu'à la base, je me suis intéressée aux tarifs pour moi-même. Parce que quand je faisais encore des mandats de rédaction, je chargeais à l'heure. J'ai chargé à l'heure pendant très longtemps et ça ne fonctionnait pas du tout. Parce que avoir un taux horaire pour une job créative, c'est un non-sens. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas pour toutes sortes de raisons. D'abord, c'est très difficile de compter ton temps quand tu as une job créative. Je veux dire, si je prends mon bain et que dans mon bain, j'ai une idée subite pour le client, puis je me mets à penser à ce que je vais écrire dans sa page de vente, ou si je vais prendre une marche, puis que finalement, tout le long de ma marche, je pense à la séquence de courriel de ce client-là, je ne vais pas facturer ça. Ça fait en sorte que c'est très difficile de savoir, tu sais, au Québec, on dit punch in, punch out quand tu es caissière ou quoi que ce soit, tu rentres au travail, tu punch in, quand tu commences, tu punch out quand tu as terminé. Ça marche pas comme ça dans une job créative. C'est très difficile de décider quand est-ce que tu arrêtes puis quand est-ce que tu commences à calculer tes heures. Première chose. Deuxième chose, je me rendais compte en fait que j'étais pénalisée quand j'allais vite. Alors que mes clients voulaient que j'aille vite, finalement. C'est très avantageux pour le client qui est en lancement, par exemple, ou qui est pressé de recevoir ses livrables, qu'un copywriter soit expérimenté, qu'il soit rapide à cause de cette expérience-là. Mais quand tu charges à un taux horaire, plus tu gagnes en expérience, moins tu fais de l'argent. Ça n'a pas, c'est pas logique. C'est tout simplement pas logique. Donc, à la base, c'est vraiment pour ça que je me suis intéressée à différents moyens de pricer mes services. Je suis tombée dans la marmite du pricing de valeur, le value-based pricing, qui est une méthodologie hyper intéressante et qui a quand même, c'est là que ça devient intéressant, quelques liens avec le copywriting. Dans le sens que, en rédaction persuasive, on va beaucoup s'intéresser à la valeur qu'on donne aux gens. Pourquoi? Parce qu'on veut augmenter la valeur perçue. On veut que les gens comprennent c'est quoi les bénéfices pour eux, qu'est-ce qu'ils vont en retirer, why do I care, qu'est-ce qui va changer dans leur vie s'ils achètent ce produit ou ce service-là. Puis en pricing de valeur, on fixe nos prix en fonction de cette valeur-là qu'on apporte aux gens. Donc, il y a quand même un petit point de contact entre les deux approches finalement à ce niveau-là qui est super intéressant. Mais voilà, donc ma deuxième formation que je viens de sortir, que j'ai créée cette année. Je regarde autour de moi parce que je pense que j'ai ma carte de pricing à côté de moi. Ouais, avec une petite carte complète là, pour vraiment arriver à
résumer sur une page tous les éléments dont tu as besoin pour arriver au bon prix pour ton produit ou ton service. Et donc là, tu la sortiras tous les ans, en fait, puisque là, tu viens Je suis vraiment encore en réflexion à ce niveau-là. Je viens de faire un premier lancement qui est ma bêta. Donc là, je pose toutes sortes de questions aux gens, tu sais, je les sonde à savoir qu'est-ce qu'ils ont aimé, est-ce qu'il y a des questions, est-ce qu'il y a des choses qu'ils ont moins bien compris. Combien de temps ça leur a pris faire chaque module, tu sais, pour pouvoir après ça avoir une estimation pour les gens qui vont s'inscrire du temps qu'il faut, ce genre de choses-là. Puis, un truc que j'ai fait avec cette formation-là que j'aime beaucoup, c'est que les gens sont créer des groupes, donc soit des duos, des binômes, soit des mini-masterminds de 3 ou 4 personnes pour avancer ensemble dans la formation, discuter des différents exercices, des défis, tout ça. C'est une idée que j'avais eue parce que c'est une formation qui est moins coûteuse qu'un mois à la fois, donc il n'y a pas d'accompagnement individuel avec les gens ou quoi que ce soit. Puis c'est important pour moi que les gens arrivent à la fin de la formation quand même, fait que je trouve que c'était bien. Puis les binômes, c'est super apprécié, ça fonctionne A1, mais ça fait en sorte que si la formation est en vente tout le temps, ça va être beaucoup plus difficile pour les gens de se trouver des binômes parce qu'il n'y aura pas un gros boom d'inscription d'un seul coup. C'est comme une cohorte, ça crée une espèce d'énergie où il y a plein de gens qui s'inscrivent en même temps. C'est facile de discuter puis de trouver quelqu'un qui a des dispos. C'est parce que j'ai des Français, j'ai même quelqu'un de Nouvelle-Calédonie dans le groupe, tout ça. Fait que faut qu'il y ait un assez gros bassin de gens pour que tout le monde trouve quelqu'un qui a des disponibilités pour jaser avec. Donc, pour cette raison-là, je pense peut-être la lancer quelques fois par année, fermer les portes le reste du temps pour pouvoir créer des cohortes qui vont permettre aux gens là, de faire cette expérience-là là, que les gens apprécient beaucoup, en fait. Là. bonne idée. Et alors, tu as aussi ta certification pour former des copywriters. Exactement. Ça, c'est la cerise sur le sundae. La certification, c'est arrivé pas accidentellement, là, je peux pas dire ça, mais j'étais pas je ne m'attendais pas à triper autant à faire ça. Vraiment. En fait, ce qui est arrivé, c'est que quand j'ai arrêté les prestations en copywriting, ben moi, ça faisait depuis 2017 que je parlais de copywriting non-stop. Donc, j'avais une belle audience de gens qui me connaissaient pour ça. Et donc, à chaque semaine, encore aujourd'hui, je reçois des gens qui m'écrivent pour me dire: Salut Alexandra, est-ce que tu as du temps pour travailler sur tel ou tel ou tel projet? Mais j'en faisais plus, moi, depuis janvier. J'ai arrêté en janvier. Donc, là, j'ai été mal prise dans un sens parce que j'avais personne à référer. Pourquoi j'avais personne à référer? Parce que les copywriters compétents, qui ont une approche similaire à la mienne, qui sont bien formés, etc., ça ne pleut pas en francophonie. Il n'y en a pas tant que ça. C'est pas évident d'en trouver. C'est même assez difficile. Il y a beaucoup de rédacteurs SEO, il y a beaucoup de rédacteurs web, mais il y a pas mal moins de gens qui ont une spécialisation en persuasion. Donc, je me suis dit, écoute, il faudrait que je forme des gens. Et j'ai décidé d'y aller sous la forme d'une certification. Et j'ai fait une bêta avec 2 rédactrices, Emmanuelle Loca et Myriam Birbé. Puis, écoute, j'ai capoté. Ça a été... tu sais, autant je me suis engagée là-dedans au début pour un besoin plus utilitaire, entre guillemets, autant une fois rendue dans le processus de former des gens au copywriting, j'ai réalisé que c'était peut-être ma plus belle expérience de formation, que j'adore ça, en fait. Là. Il y a vraiment un côté magique à parler pas juste des concepts les plus évidents, mais à pouvoir lire des livres, plonger dans tout ce qui est un petit peu plus complexe, dans toutes les nuances qui entourent ça. Parce que dans un mot à la fois, je donne le strict minimum pour un entrepreneur qui veut augmenter ses ventes finalement. On passe pas des heures à se documenter là-dessus versus la certification, c'est beaucoup plus un gros investissement de temps. T'sais. Et c'est une formation, enfin un live, une réunion, je ne sais pas comment appeler ça en fait, une session de formation de 2 heures, 15 jours au départ. C'est vraiment, et puis beaucoup de livres à lire, et puis, enfin voilà, c'est vrai que c'est. Moi, je la fais et j'adore. Ah ouais, c'est Et je vraiment. à demain d'ailleurs pour la prochaine. Oui, j'espère. Alors, est-ce que tu fais partie d'un réseau d'entrepreneurs? Je crois, hein, c'est la branchée, non? La tranchée, La oui. tranchée, En fait, il y a quelques réseaux d'entrepreneurs que j'ai fréquentés. J'aime beaucoup aussi
Le cerveau de Stéphanie Forgue, qui est une coach québécoise, qui a été ma première coach là, quand je débutais au tout début, qui est vraiment vraiment une belle communauté tripante. Mais oui, je suis aussi très active sur La Tranchée. La Tranchée, qui est la communauté d'entrepreneurs d'un autre Québécois, cette fois Olivier Lambert. Ce qui est drôle sur La Tranchée, c'est qu'on peut tenir un journal de progrès. Donc, quand on s'inscrit sur le groupe, il y a toutes sortes d'avantages, des formations gratuites, tout ça, c'est vraiment trippant. Mais il y a aussi une section dans une espèce de forum où tu peux créer un journal de progrès où tu vas écrire un petit peu tes projets, tes objectifs, comment ça avance. T'sais. Puis moi, j'ai créé mon journal de progrès sur La Tranchée, genre en 2017, peut-être même début 2018, et c'est très drôle de voir l'évolution de mon projet du début, en fait. Toutes les choses que je pensais faire et que finalement ça n'a pas marché, que j'ai pas fait du tout. Toutes les choses, tu sais, mon premier lancement est tout documenté là-dessus. Donc, ça a vraiment une place importante dans mon cœur parce que j'aime beaucoup y revenir, en fait. Ouais, c'est Et drôle. donc, ce réseau t'a aidé à te développer, du coup, tu as Ah, trouvé. absolument, je me suis fait beaucoup d'amis là-dessus. Les membres, moi j'ai comme un mastermind pour lequel je ne paye pas, qui est vraiment un mastermind maison. Je conseille à tout le monde de faire ça. Tu sais, trouve dans ton entourage des entrepreneurs que tu admires, qui sont rendus un peu plus loin que toi, là. Puis écris-leur et demande-leur si ça leur tente de partir un mastermind. Puis moi, ils ont tous dit oui. Donc, c'était tous des gens que j'ai rencontrés sur la tranchée. Un ami qui a une agence à Montréal, une amie qui vend une formation en ligne sur la photo, un ami qui vend une formation en ligne sur l'alimentation cétogène et un ami qui est plus consultant, si on veut. Donc, on est 5. On s'est tous rencontrés sur la tranchée, puis ça doit faire maintenant plus qu'1 an, tu sais, qu'on se parle régulièrement, vraiment ça. Je trouve ça tellement précieux d'avoir rencontré ces personnes-là. Puis je pense que le meilleur moyen de rencontrer des gens, tu sais, motivés qui vont nous tirer vers le haut, c'est les groupes d'entrepreneurs de ce genre-là. Vraiment. Mm. Bah, ça fera partie, je pense, des conseils que tu. Il y a une question un peu plus bas où les conseils que tu donnes à une future entrepreneuse, ça en fera partie. Alors, en fait, qui sont tes clients dans les entrepreneurs qui prennent ta formation, les mots, Un mot à un la mot à fois. la C'est très, c'est de plus en plus varié. En fait, avant, j'avais surtout des solopreneurs. Donc, soit des artisans, soit des travailleurs autonomes qu'on appelle au Québec, donc des auto-entrepreneurs qui sont en service ou quoi que ce soit, là, puis qui ont vraiment une entreprise individuelle. À la base, c'était ça. Mais depuis 1 an, je suis active sur LinkedIn, qui est un réseau un peu plus corporatif, et ça m'a attiré une toute autre clientèle. Donc maintenant, j'ai aussi une clientèle de gestionnaires qui payent la formation à un certain nombre de leurs employés, par exemple. Donc vraiment des employés à l'interne en marketing qui suivent ma formation en copywriting, c'est cool. Donc, je te dirais que maintenant, je suis en train d'avoir un mélange là, de plus en plus hétérogène là, de ces deux publics-là. Le public un peu plus solopreneur, beaucoup au fait de ce qui se passe sur le web, tout ça, puis le public un peu plus corpo, euh, que j'aime parce qu'il y a beaucoup de travail à faire dans le monde corporatif. Je pense qu'ils ont un petit retard là, niveau... ouais, c'est Et intéressant. du coup, alors, tu as beaucoup de Français, si on parle Ouais, dans ta. j'ai étrangement. Écoute, mon agence de pub m'a proposé de cibler plus large en francophonie parce que moi, à la base, évidemment, je ciblais principalement le Québec et ça a bien fonctionné. Donc, j'ai quelques Français maintenant, oui, dans ma formation. C'est toujours étonnant pour moi, mais je trouve ça génial, en fait. Puis, ouais, des Français, j'ai même un de mes étudiants qui habite à Bali à temps plein. J'ai des gens d'un peu partout maintenant, c'est cool. Alors, moi, je pense que les Français, enfin, qui a plus en plus en fait de Français, moi, ce que je vois ça de mon côté, de plus en plus de Français qui vont rechercher chez les Québécois, les Canadiens, des formations en fait qui sont assez particulières et qui ne trouvent pas vraiment en France. Parce que vous avez un état d'esprit, alors moi, je le vois comme ça, un peu différent des Français et beaucoup plus ouvert d'esprit. Et enfin, voilà. Enfin, Ouais, je trouve ça moi, intéressant. c'est ma vision en fait. Ouais.
Mais je t'es pense pas que la première qui me dit ça, pour vrai. Ça fait quelques clientes françaises qui me mentionnent la même chose. Puis c'est drôle parce que nous, on est dedans, donc on se perçoit pas forcément comme ça, tu sais. Euh, mais ouais, c'est intéressant. Je sais pas si c'est la proximité avec le Canada anglais, avec l'Amérique, etc. T'sais, on est en Amérique, je veux dire, tu sais, avec les Américains, etc. Je sais pas si c'est... Mais c'est sûr que le Québec a une situation un petit peu particulière, tu sais, dans le marché. Et puis, ouais, c'est intéressant, c'est intéressant. alors, quel est ton statut d'entrepreneur en fait, et comment ça fonctionne? Alors, Ben, au on a les Québec, entrepreneurs, on a les SARL, on a voilà, ce genre de choses. ouais, c'est ça. Au Québec, c'est pas très compliqué, en fait, là. Moi, je suis en ce moment toujours une entreprise individuelle, plus pour très longtemps, par exemple, parce que bientôt, je vais m'incorporer. Puis là, j'aurai le choix de m'incorporer soit au Québec, soit au Canada. Donc, une entreprise Inc., soit Québec, soit Canada. C'est un choix que j'ai à faire dans les prochains mois, parce que quand tu atteins un certain revenu au Québec, ça dépend bien sûr tout le temps de ta situation fiscale, etc., etc., mais généralement, tu vas payer beaucoup moins d'impôts si tu es incorporé qu'en tant qu'entreprise individuelle. Donc, moi, je payais pas mal d'impôts les 2 dernières années, donc ça va être l'heure. Mm. Alors, quand tu parles d'impôts, est-ce que tu parles des charges aussi sociales? Et, oui, ça en fait partie. C'est-à-dire que nous, on paye tout ça en même temps, là. Je sais pas comment ça fonctionne en France, mais vraiment, on a une partie qui est de l'impôt, puis on a aussi, tu sais, quelques petites charges qu'il faut qu'on paye. Par exemple, le RRQ, qui est comme le régime de retraite provincial, ce genre de choses-là. Régime d'assurance parentale, ce genre de trucs-là, auquel on contribue, en fait, à chaque année. Ouais. D'accord. Et le pourcentage de charges sociales par rapport à un chiffre d'affaires, c'est combien? C'est très variable, en fait. Ça va dépendre beaucoup de tes dépenses et de ta forme juridique. Donc, si tu es incorporé, ça va être beaucoup moins. Si tu es entreprise individuelle, tu vas être... Si tu es une entreprise individuelle, tu es imposé exactement comme un particulier qui aura un salaire. La seule différence, c'est que tu peux soustraire tes dépenses de ton revenu. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Oui. Donc, si tu as beaucoup de dépenses, tu sais, ça peut être super bien. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Mais ça va vraiment varier. Tu peux aller voir là, les paliers d'imposition au Québec. C'est compliqué un peu. Parce qu'en Ouais. fait, tu vois, quand tu es en auto-entreprise en France, et bah, tu peux pas déduire, tes achats ou bah, si tu prends de Ah la ouais. formation de ton chiffre d'affaires. Non, on peut pas. Après, si on est en SARL, en SASU, enfin dans les voilà, tout ce qui est entreprise, on peut, mais pas le statut Ah, c'est d'auto-entrepreneur. dommage quand même parce que en tout cas, au Québec, le travail autonome, l'auto-entreprise, l'entreprise individuelle, c'est vu comme le moyen le plus simple, en fait, de te lancer en affaires. T'as même pas besoin de t'enregistrer. Tu peux le faire. Moi, je suis enregistrée, mais t'es pas obligé. Si tu le fais en ton nom, c'est bien correct. Tu peux te partir d'une entreprise à Alexandra Martel, puis tout est beau. Tu peux déclarer tes revenus, etc., ben, tes dépenses et tout ça. C'est vraiment... On est la province au Canada où il y a le plus de travailleurs autonomes, d'ailleurs. Je pense que les Québécois ont un petit besoin d'indépendance. C'est Ouais. beaucoup plus facile qu'en France, hein, franchement, ouais. Mmh. Ah. Alors comment est perçu l'entrepreneuriat au Québec et les entrepreneuses en particulier? C'est c'est une bonne question. Je pense pas que j'ai la réponse. J'ai mon point de vue sur la réponse. Mais disons que je te dirais, il y a moins, je pense qu'il y a encore un peu moins d'entrepreneurs au Québec que, disons, en Ontario, mais peut-être que je me trompe. C'est ma perception, en tout cas. Par contre, il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs, tu sais, des travailleurs autonomes, des gens qui se partent par eux-mêmes à leur compte. Ça, comme je te disais, à ma connaissance, on est la province au Canada où il y en a le plus. Donc, c'est pas forcément mal vu. Je pense que tout le monde connaît au moins un travailleur autonome dans sa vie. Moi, ma mère est travailleuse autonome, elle est massothérapeute. Et je pense que tout le monde a dans sa famille au moins un auto-entrepreneur. Ça, c'est sûr. Après, l'entrepreneuriat at large, je pense que c'est de plus en plus valorisé euh, par différentes... Tu sais, le gouvernement, entre autres, encourage beaucoup l'entrepreneuriat chez les jeunes. Donc ici, c'est beaucoup les moins de 35 ans qui vont avoir droit à des subventions, etc., etc. C'est dommage en mon sens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent en affaires passé 35 ans, tu sais. En fait, la majorité. Donc, à ce niveau-là, moi, je trouve qu'il y a un manquement, tu sais. Il faudrait peut-être qu'on encourage aussi les gens
Tu sais, c'est pas parce que tu as 40 ans que tu peux pas te lancer en affaires et réussir. Même au contraire, souvent, ça va bien fonctionner. Puis moi, je suis souvent la plus jeune dans mes amis entrepreneurs. Tu sais, j'ai beaucoup d'amis entrepreneurs plus âgés que moi qui réussissent bien, tout ça. Donc, il y a ce côté-là. Puis sinon, au niveau de l'entrepreneuriat féminin, moi, j'aime beaucoup les communautés d'entrepreneuriat féminin au Québec. Genre, c'est vraiment le fun. Tu sais, on a beaucoup de communautés exclusives aux femmes qui sont vraiment le fun, tu sais, vraiment des beaux endroits de collaboration, des beaux endroits d'entraide, etc., etc. Moi, je trouve que c'est très effervescent en ce moment, c'est très le fun. Après, je pense pas que je pense pas que tu es obligé, tu sais, c'est pas parce que tu fais partie de groupes d'entrepreneuriat féminin que tu es obligé de t'adresser juste à des femmes. Tu sais, moi, par exemple, je suis dans beaucoup de groupes de réseautage avec d'autres femmes, mais j'ai des clients qui sont des hommes, bien sûr. Même pas mal quand même. Donc, ouais, mais tout ça pour dire que oui, je pense qu'il y a quand même un mouvement en ce moment au Québec pour l'entrepreneuriat, même avec la pandémie, en fait, il paraît, des dernières statistiques qu'on a vues, il y a plus d'entreprises qui se sont créées, d'entreprises auto-individuelles que les années précédentes. Donc, je pense qu'on est sur une espèce de lancée où les gens voient un petit peu l'idée qu'on peut avoir plus de liberté et que c'est le fun d'être son propre patron. Alors, du coup, enfin, moi, ce que j'en ai fait un peu dans l'analyse, c'est que c'est plutôt facile de devenir entrepreneur au Canada. Au niveau légal, définitivement. Genre, pour vrai, là, on est chanceux là-dessus. Moi, quand j'ai appris qu'en France, c'était compliqué à ce point-là, j'étais un peu sous le choc. Je trouvais ça un peu intense. Je veux dire, à un moment donné, est-ce que tu veux que les gens se lancent en affaires ou pas? Si tu veux qu'ils se lancent en affaires, aide-les un petit peu, tu sais. Je trouvais ça un peu... la paperasse, à quel point c'est complexe, tout ça, ça doit vraiment décourager beaucoup de personnes. En tout cas, c'est ouais, c'est vraiment mon point de vue. Ça m'a un peu frappé quand j'ai entendu parler de tout ça. Après, est-ce que c'est facile? Je pense pas. Tu sais, ici aussi, il y a beaucoup d'entreprises qui vont échouer, en fait, là, qui vont faire faillite ou que les gens vont changer d'avis, etc., etc. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est pas pour tout le monde aussi. C'est pas tout le monde qui est assez c'est pas tout le monde qui a les compétences, mais c'est pas tout le monde non plus qui veut développer les compétences qu'il n'a pas. Puis c'est pas tout le monde qui a un assez gros pourquoi, une assez grande motivation comme intrinsèque pour arriver au bout de ce processus-là. Après, je pense qu'en tant que société, c'est important que tout le monde ait la chance de se lancer en affaires. Puis là-dessus, je pense qu'on fait bien les choses. C'est sûr que si tu veux te partir un café, ça va te coûter cher parce que là, il y a de l'équipement, etc., etc., puis c'est complexe, puis ça va être difficile d'aller trouver des subventions. Mais si tu veux te lancer à ton compte en service au Canada, c'est assez facile. Il n'y a pas de grandes dépenses à faire au niveau légal, il n'y a pas, etc., etc. Et j'entendais que tu disais, tu parlais de subventions, que, enfin voilà, l'État donnait des subventions. Pas ça, enfin, je veux dire, quand tu te lances en auto-entrepreneuriat, dans n'importe quel domaine, les subventions, bah, c'est quasiment zéro, quoi, en Ouais. fait. C'est pas tout le monde qui va aller chercher des subventions, entre autres parce qu'il y en a que c'est des prêts. Donc, c'est pas toujours une subvention. C'est très facile d'aller chercher des prêts. C'est plus difficile d'aller chercher vraiment une bourse, là, un montant d'argent. Mais il y en a quand même quelques-unes qui encouragent beaucoup les initiatives, innovation, environnement, etc. Donc, il y a comme des petites boîtes comme ça. Il y en a pour les femmes aussi, tout ça. Moi, ce qui est très drôle, c'est que je ne savais pas que ça existait quand je me suis lancée. Donc, donc, c'est comme c'est un peu ordinaire là, à voir su, tu sais. Mais ouais. Ok. Alors, on va parler du volet communication, donc ta communication. Alors, comment est-ce que tu la conçois? Parce que moi, en fait, ce qui m'a attirée la première fois, j'ai vu quelque chose de toi, bah, c'était en fait un post sponsorisé et tu mettais je déteste écrire. Enfin, ça commençait par une phrase voilà, qui vraiment. Et, bon, après, hein, voilà, j'ai vu tes vidéos et tout, et où tu expliquais pourquoi aussi tu avais mis voilà, je n'aime pas écrire, ou je ne sais plus exactement la formulation, mais c'était le sens, c'était ça. Et c'est vraiment ça qui m'a attirée. Je dis, ah, mais c'est qui cette nana? Et puis j'ai adoré le reste du texte et dit waouh. Et je suis allée voir ton site, c'est vraiment ça qui m'a donné envie de te connaître plus. Alors, parle-moi de ta communication. Alright. Ben écoute, comme tout le monde, quand je me suis lancée en affaires, j'avais pas le temps de me
de mettre du temps sur ma communication. Tu sais, je pense qu'on vit beaucoup ça. Genre, on est toujours en train de travailler pour des mandats, de créer des choses. Donc, on passe pas beaucoup de temps sur nos choses à nous. Ça a été mon statut pendant longtemps, jusqu'à ce que je revoie mon pricing. Donc, tu sais, tantôt, on parlait de pricing. Quand j'ai commencé à pricer en pricing de valeur, je me suis mis à avoir plus de temps dans ma semaine. Et là, j'ai pu finalement, enfin, me concentrer un petit peu sur ma communication. Puis si tu vas dans les toutes premières publications de ma page, quand j'ai commencé les mots pour vendre, je donnais beaucoup des trucs de persuasion. Constamment, tu sais, des trucs de ci, des trucs de ça, comment faire un bon titre, etc. Puis ça marchait correct, ça fonctionnait, mais c'était pas extraordinaire. Puis la raison pour laquelle c'était pas extraordinaire, c'est que n'importe qui peut donner des trucs de persuasion. Il y a une chose, par contre, que personne peut t'enlever, que personne peut te voler, puis c'est ta façon à toi de t'exprimer, tes valeurs à toi, ce que tu es profondément en tant que personne, finalement, ce qu'on va appeler parfois ton authenticité. Est-ce qu'on peut être 100% authentique sur Internet? Je pense pas s'en rapprocher. Et donc, à un moment donné, j'ai eu une grosse réflexion, grâce à ma coach aussi de l'époque, qui était Stéphanie Fox, sur mes valeurs, en fait. Puis j'ai réalisé que mes valeurs étaient invisibles dans mon entreprise. Ce qui est quand même un gros constat à faire, là. Ça m'a shaké par en dedans. Moi, j'ai déjà été très militante là, à l'université, tout ça. J'ai quand même des valeurs très, très bien établies. Puis là, je me rendais compte que, coudon, j'en parle jamais dans ma business. Ça ne paraît pas dans ma business, tu sais. Et donc, j'ai entamé un espèce de grand changement de point de vue, si on veut, dans mes communications. Plutôt que de donner des trucs de persuasion, j'ai décidé de me positionner par rapport à ma vision du marketing, mes valeurs profondes en lien avec ce que je fais. C'est ce qui a donné naissance au texte que tu as lu qui s'appelle Personne veut lire ton maudit e-book. Qui est un long article en 5 parties, qui est un petit peu mon manifeste, si on veut, où je vais aller parler de toutes les pratiques qui, moi, me dérangent en marketing, puis qui est un appel à faire mieux, en fait, qui est un appel à arrêter justement la culpabilité, la fausse urgence, l'exagération des promesses, ce genre de pratiques-là, pour une persuasion puis un marketing qui est plus transparent, qui est plus honnête, qui est plus humain, etc. J'ai écrit cet article-là et j'en ai fait le pilier, si on veut, de ma communication. C'est-à-dire qu'après ça, j'ai vraiment décliné ma communication autour de cette espèce d'axe-là où j'étais très, très ancrée dans mes valeurs et c'est vraiment là que ma business a décollé. Honnêtement, là, tu sais, je veux dire, avant ça, ça allait bien au niveau, je parle pour la formation, là. Avant ça, ça allait bien, je faisais un revenu, mais on a vu vraiment le saut quantique que ça a fait au moment où j'ai commencé à parler plus de mes valeurs. Vraiment. Alors, est-ce que tu te sens une âme d'entrepreneuse et pourquoi? Je sais pas si j'ai une âme d'entrepreneuse. Puis je sais pas si ça existe une âme d'entrepreneuse. C'est drôle, hein? Mais moi, je t'explique. Moi, je me suis lancée à mon compte un peu accidentellement à la base. C'était vraiment un accident. Moi, je me suis toujours très accomplie académiquement. C'était mon identité en tant que personne, c'était d'être bonne à l'école. C'est pas une blague, là. J'étais la Hermione Granger de mon groupe d'amis. J'étais la personne qui étudie pas, puis qui a quand même des bonnes notes. J'étais la personne qui a toujours le nez dans les livres. J'ai étudié en droit, puis je me voyais faire un doctorat, clairement. C'était clair pour moi que, tu sais, l'université, c'était mon terrain de jeu, etc. Sauf que, bon, j'ai eu mon espèce de crise milieu vingtaine, juste avant de me lancer en affaires, en fait. J'ai eu une espèce de crise où j'ai réalisé que le droit, c'était pas pour moi, que j'avais pas envie de faire ça. Mais mon réflexe, ça a pas été je me pars en affaires, ça a été je fais autre chose à l'université. Donc, j'ai commencé un bac en études internationales. Puis, à côté de mon bac en études internationales, j'ai parti mon entreprise de travailleur autonome. Mais c'était un à côté. C'était vraiment pas. Le but, c'était de financer mes études en attendant de trouver ce qui allait vraiment me faire vibrer. Puis ce que je faisais à cette époque-là, à côté, c'était des sites web parce que j'ai appris à programmer enfant, je maîtrise bien WordPress, etc. J'avais financé mes études en droit comme ça de toute façon, donc c'était comme un. C'était évident, tu sais, c'était le fun pour moi parce que je contrôlais mon horaire. Tu sais, quand t'es étudiant, c'est plaisant de pas avoir une job qui est exigeante au niveau des horaires, qui est stricte. Mais c'était vraiment un à côté. J'avais pas du tout l'intention de me lancer en affaires.
puis d'être à mon compte ou quoi que ce soit. Moi, c'était vraiment le monde académique, l'université. Éventuellement, il y a un shift qui s'est fait. Le changement de paradigme s'est fait tranquillement. Je te dirais, je l'ai pratiquement pas vu arriver. Tu sais, tranquillement, pas vite, je me suis mise à m'intéresser au marketing, au copywriting, etc. Mais encore là, tu sais, c'était pas clair là, que je voulais abandonner l'université pour faire ça. Puis quand j'ai abandonné l'université pour me concentrer à temps plein sur mon entreprise générait déjà un revenu. Puis j'ai vraiment vécu un deuil un petit peu. J'ai vécu un deuil de mon autre vie que j'aurais pu avoir. Tu comprends ce que je veux dire? J'ai fait un choix à ce moment-là, mais, euh, mais c'est pas comme des gens tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont le parcours, ah, j'avais un travail, mais j'étais tannée, je me sentais pas bien, j'en avais marre, j'ai lâché mon travail. Moi, j'ai jamais eu la job plate en bureau. J'ai pas pris de risques quand je me suis lancée en affaires. Tu sais, il y a des gens qui ont une maison, qui ont un gros salaire, qui abandonnent tout, puis qui mettent tout en péril, tu sais, qui mettent tout en péril pour leur business, puis j'admire tellement ça. J'ai plein d'amis qui ont ce parcours-là, parce que beaucoup de mes amis sont plus vieilles, tu sais, beaucoup de mes amis sont plus vieux. Mais pas moi. Moi, ça a vraiment. J'étais jeune, j'étais encore aux études, j'avais pas beaucoup de dépenses, j'habitais en colocation. Quand j'ai lancé ma première formation, j'étais d'ailleurs encore en colocation pour économiser de l'argent, pour en avoir à investir dans ma business. Donc, vraiment, là-dessus, est-ce que j'étais une entrepreneur née? Je le sais pas. Ce que je sais, c'est que quand l'entrepreneuriat est arrivé dans ma vie, il m'a adopté solide, puis tu sais, je retournerai plus en arrière maintenant. Mais j'ai pas le parcours de quelqu'un. Tu sais, il y a des gens qui sont enfants, puis déjà, là, ils inventent des trucs. Puis moi, j'ai moins ce parcours-là. Je suis vraiment une entrepreneur accidentelle, que j'aime dire. Ouais. Puis pour cette raison-là, je crois que n'importe qui peut être entrepreneur. Je pense que n'importe qui peut l'être. Par contre, il faut tomber en amour avec l'entrepreneuriat, puis il faut avoir cette espèce de motivation-là, tu sais, découvrir quelque chose qui te fait vibrer à fond. Tu sais, c'est que faire de la rédaction persuasive, je pourrais en faire nulle part ailleurs. Ça n'existe, y a personne qui engage quelqu'un qui fait ce que je fais, là, en agence ou quoi que ce soit, là. Ça n'existe pas. Fallait que j'invente ma job pour la faire. Ben, c'est un beau job. L'année prochaine, 2021. Alors, je sais que, alors, je sais pas si on peut en parler de ce que tu es en train de travailler. Est-ce que On tu peut peux en nous en parler. parler? Voilà. Alors, tu es en train d'écrire. Écoute, il y a chose que je suis en train de planifier pour l'an prochain. Une de ces choses, c'est Catching. Je sais pas si tu connais Catching avec Geneviève Gauvin, auquel je vais collaborer. Mais mets-le pas dans l'article parce que j'ai pas le droit de le dire, fait que je t'ai fait une exclue. Ensuite, je refais toute ma formation un mot à la fois au complet. Donc, encore une fois, j'ai ramassé les commentaires de mes étudiants, tout ça, et je fais un petit shift en fait à la formation. Je lui fais faire une petite pirouette dans la mesure où je me rends compte que les personnes qui en ont retiré le plus, parmi mes presque 200 maintenant, j'ai hâte d'atteindre mon 200 officiellement, les étudiants, ce sont les personnes qui assistent à ce que j'appelle les cliniques sans rendez-vous. Les cliniques sans rendez-vous qui sont les séances de feedback en fait, où les gens me partagent leurs textes puis je commente leurs textes, tout ça. Et donc, au lieu d'appeler ça une formation, je change ça de bord et ce que je vends en premier, ce sont les cliniques accompagnées de la formation. Donc, la formation va prendre là, une forme beaucoup plus légère, si on veut, plus comme une bibliothèque. Puis, je vais recommander à chaque personne exactement ce qu'il lui faut en fonction de ce que je vois. Tu vois le genre? Fait que ça va être beaucoup plus personnalisé comme approche. Puis je pense que c'est ça qui va apporter le plus de beaux changements à mes étudiants, là, si on veut, là, pour transformer leur écriture, tout ça. Vraiment. Sinon, bien évidemment, la certification, je suis en train de certifier une nouvelle cohorte. Mes nouvelles certifiées, dont tu fais partie, vont être certifiées normalement autour du printemps prochain. Donc, ça aussi, c'est super excitant. Et j'ai fait cet été, je ne sais pas si tu as vu ça aussi, le festival web de la création de Ouais, contenu. j'ai regardé. Enfin, ouais, j'y étais dans le groupe. Donc, ouais, Ouais. c'était vachement bien. Qui est un événement qui a eu beaucoup plus de succès que ce que j'avais anticipé. Et donc, je suis déjà en train de réfléchir à la deuxième édition. Ça va D'accord. être vraiment cool. Ok. Bah, j'espère que voilà, tu pourras nous en reparler. Peut-être qu'on pourra se redonner rendez-vous pour en parler plus spécifiquement l'année prochaine.
Ah ouais, le festival, c'est quelque chose, c'est quelque chose. Ouais, vraiment, là, je m'attendais pas à cet engouement-là. Mais je me rends compte que la création de contenu, ça rejoint tellement de gens, puis c'était le fun de parler spécifiquement de ce sujet-là, tu sais. Ouais, vraiment, là, c'était trippant. Ok. Alors, si tu avais un ou des conseils pour une future créatrice d'entreprise, ça serait quoi? Mon premier est le plus important, et celui qui est le plus difficile à saisir. En tout cas, pour moi, c'est la chose que j'ai le plus de misère à comme, mettre en application. C'est l'action précède la motivation. C'est-à-dire que quand on se part en affaires, on a plein de projets. Tu sais, moi, je voulais faire un blog. Finalement, j'ai jamais fait de blog. Imagine, j'aime pas s'écrire. Mais bref, je voulais faire un blog, puis t'attends tout le temps après quelque chose. T'attends après la motivation avant de passer à l'action. Puis il y a toujours quelque chose qui fait en sorte que t'es pas assez motivé. Par exemple, je sais pas, tu vas prioriser autre chose dans ta vie, tu procrastines, ça sert à rien de me partir un blog, j'ai pas encore de liste de courriels. Ah, mais je peux pas me partir une liste de courriels, j'ai pas encore d'aimant à client. Ah, mais je peux pas faire mon aimant à client parce que j'ai pas encore. Tu sais, il y a toujours comme on attend tout le temps, on dirait, après quelque chose avant de passer à l'action. On attend d'être prêt, on attend d'avoir ce qu'il nous faut, puis c'est complètement stupide. Parce qu'on n'est jamais prêt. Puis c'est cliché de dire ça, puis les gens répètent ça, mais on n'y croit pas. Moi, on me le disait, il y a des coachs qui le mentionnaient, tout ça, puis je ne le croyais pas. J'attendais quand même d'être prête. Puis j'attendais d'être motivée, puis je lisais des livres sur la productivité, genre, puis sur comment me motiver. Mais le meilleur moyen de te motiver, c'est de passer à l'action. Tu veux avoir la motivation pour faire des lives, fais ton premier live. Tu veux avoir la motivation pour enregistrer des épisodes de podcast, enregistre ton premier épisode de podcast. Même si ton micro, il est pas parfait, puis même si... Tu comprends ce que je veux dire? C'est tellement... C'est tellement difficile de passer ce premier pas-là parce que notre cerveau ne comprend pas rapidement qu'il va avoir un gain, en fait. Comme notre cerveau a jamais fait un live Facebook, il a jamais publié activement sur LinkedIn, il a jamais lancé une business, il sait pas ce que ça va lui apporter de positif. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il anticipe l'effort. Il se dit, ah, ça va tellement être souffrant faire ça. Donc, il n'est pas motivé. C'est sûr, notre cerveau, il est fait comme ça. Mais à partir du moment où tu l'as fait une fois, là, à partir du moment où tu as fait tes 2, 3 premiers lives, que tu as enregistré tes premiers épisodes de podcast, là, ton cerveau, il sait le plaisir que ça va t'apporter, les commentaires que les gens vont t'écrire, les interactions, etc. Puis là, la motivation apparaît. Donc, c'est comme contre-intuitif parce qu'on attend après la motivation pour passer à l'action, mais tu ne seras jamais motivé si tu ne passes pas à l'action. C'est ça mon plus gros conseil. Vraiment, là, fais-le. Tout à fait d'accord avec toi. Ah C'est ouais, ce que ben, je dis dans mes formations. ah ouais, puis je pense que tous les entrepreneurs, on a vécu ça, tu sais, le moment où on attendait après quelque chose, tu sais. Ouais. Alors, le mot de la fin, ce que tu veux. Voilà. Le C'est mot libre. de la fin, ce que je veux, ce que je veux. Écoute, c'est dur de comme cibler là, une chose, mais tu sais, on en a parlé un petit peu brièvement tantôt. J'ai parlé de la motivation, j'ai parlé de toutes sortes de choses, mais un autre des éléments du succès qui est super important, c'est ton entourage. C'est les coachs que tu vas choisir, c'est les collègues avec qui tu vas discuter. Il y a une citation en entrepreneuriat, le chiffre est totalement arbitraire, puis je sais pas trop d'où ça vient, mais c'est l'idée qu'on est la somme des 5 personnes à qui on parle le plus, de qui on est le plus proche dans notre vie. Puis moi, j'y crois beaucoup. C'est vraiment en m'entourant de personnes que j'admirais, de personnes qui étaient rendues peut-être un petit peu plus loin que moi, de personnes qui avaient une bonne éthique de travail, qui étaient motivées, qui passaient à l'action, que moi-même, j'ai réussi à faire ce pas-là aussi. Donc, si j'avais un dernier mot, tu sais, des relations comme celles que toi et moi, on est en train de créer, comme celles que j'ai créées avec plein d'entrepreneurs avec qui je jase dans mes stories, avec qui je jase sur LinkedIn, etc., c'est tellement important. Cultive tes relations avec d'autres entrepreneurs qui t'inspirent, puis tu vas voir, les choses vont se mettre à changer autour de toi. Un très joli mot de la fin. Je te remercie beaucoup, Alexandra. Et puis, nous allons retrouver dans l'article que je vais réécrire tous les réseaux sociaux d'Alexandra sur LinkedIn, Instagram, Facebook et le site internet. C'est ça? Oui, super. Merci beaucoup, Nathalie, c'était super le fun.